La première ministre Judith Suminwa a pris officiellement ses fonctions. C'était à l'occasion de la remise et reprise qui a eu lieu ce mercredi entre Samalou Condé et la nouvelle locataire de la primature. Et puis, Église Corps du Christ en deuil, le pouce du pasteur Marcelo Blanche Odiatunasi a tiré sa révérence ce mercredi 12 juin en Turquie des suites d'une crise cardiaque. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Remise et reprise ce mercredi 12 juin entre le chef du gouvernement sortant et entrant. La première ministre Judith Suminwa a officiellement pris sa fonction en tant que première ministre. Elle est donc à cet effet le 31e premier ministre de la République démocratique du Congo. Pour rappel, Judith Suminwa a été nommée au poste du Premier ministre le 1er avril par ordonnance présidentielle. Elle est la première femme à occuper ces postes en République démocratique du Congo. Et puis le gouvernement Judith Suminwa vient d'être investi par l'Assemblée nationale dans les petites heures de ce mercredi 12 juin. C'était après que la première ministre ait présenté son programme devant les élus nationaux dans une longue plénière tenue au Palais du Peuple dirigé par le président de la Chambre basse du Parlement. Selon Judith Suminwa, le programme d'action qu'elle porte se chiffre à 277,1 000 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains pour les 5 prochaines années. Il est constitué de 6 piliers majeurs qui se déclinent à 52 grands axes et ceux-ci sont éclatés également à 326 actions, projets et réformes qui seront respectivement mises en œuvre par les ministères sectoriels. De ce montant global, il est réservé 30% pour les piliers 1 consacrés à la création d'emplois et protection du pouvoir d'achat. Un coût total cumulé de 83,1 000 milliards de francs congolais est réservé pour 5 ans. 25% pour le pilier 2 est consacré à la protection du territoire national et la sécurisation de la population et ses biens. Cette proportion correspond à 55,5 000 milliards de francs congolais. 20% de ce montant global est réservé au pilier 3 qui est réservé à l'aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale, ce qui représente un coût total cumulé de 69,3 000 milliards de francs congolais. 15% de ce budget est réservé au pilier 4, réservé au garantissement de l'accès aux services sociaux de base. Cette proportion indique un coût total cumulé de 41,6 000 milliards de francs congolais. 5% pour les piliers 5 consacrés au renforcement de l'efficacité des services publics. Ce pourcentage indique que le coût total cumulé des actions prévues est de 13,9 000 milliards de francs congolais pour 5 ans. Et enfin, le 6e pilier qui lui aussi, il lui est réservé 5% pour la gestion durable et de manière responsable de l'écosystème. Cette proportion correspond à la quantité estimée à 13,9 000 milliards de francs congolais. Le financement de ce programme viendra d'abord des ressources propres et le gouvernement compte aussi sur le secteur minier pour financer projets et réformes. Il y a aussi des ressources qui viendront des partenaires extérieurs bilatéraux et multilatéraux, notamment le FMI, la Banque centrale, la Banque mondiale, mais aussi la Banque africaine de développement. Le nouveau gouvernement de la première ministre Judith Suminwa a été investi mardi 11 juin au Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais à Kinshasa. La première ministre a présenté non seulement son gouvernement, mais aussi son programme d'action devant des parlementaires majoritairement acquis à cause du pouvoir. Pour la population congolaise, ces nouveaux gouvernements doivent être en mesure de réaliser leurs promesses. Ils sont au micro de Francine Moukeba et Aîné Kabamba. Moi, je pense personnellement que le programme qui a été présenté hier par la première ministre au Parlement, c'était un programme très profond, c'était un programme pertinent et percutant qui a ramassé presque beaucoup de points à la fois sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan également environnemental. Mais cependant, il se pose beaucoup de questions à ces programmes parce que, comme vous le savez, tous les premiers ministres qui sont passés par là, en présentant leurs programmes, ont repris quasiment le même français, les mêmes programmes et les mêmes piliers. Et donc aujourd'hui, on peut résumer pour dire que c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu, c'est du déjà présenté. Il ne reste que sa faisabilité. Et cette faisabilité, tant qu'il n'y aura pas de bonne volonté politique, c'est vrai qu'il y a eu des points qui s'est révélé objectivement démagogique et creux à la fois, mais aujourd'hui on peut quand même dire qu'avec un peu de bonne volonté, ça peut nous amener à faire décoller ces pays. Et donc je ne sais pas être pessimiste et nous restons dans l'optimisme tout en donnant la chance à ces nouveaux gouvernements de pouvoir bien faire quelque chose. Dans l'ensemble, c'est un bon programme.
Il reste maintenant l'exécution, hein, la faisabilité, l'exécution. La dame a bien précisé, en les suivant, effectivement, elle a souci aussi de bien gérer. Hein, de bien gérer. Il y a comme d'autres députés l'ont prodigué des conseils. Que non, ne dites pas que non, comme je suis femme, tous les hommes que vous voyez là-bas, certainement, ils vont chercher votre déstabilisation. Vous vous dites que voilà, vous avez mis la femme et rien n'est marché. Mais je compte vraiment que non, il y aura de bonnes choses. C'est question de l'exécutif, que ce programme soit exécuté. Invité dans ce journal, il s'agit de monsieur Jacques Sinjaira, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolitis TV. Monsieur Jacques, vous êtes activiste pro-démocratie basé dans la province du Nord Kivu. Que pensez-vous de ce gouvernement souminois qui vient d'être investi par les députés nationaux? Au fait, le gouvernement a été investi, évidemment, par surprise après plusieurs critiques des députés nationaux. Malheureusement, pour nous, on considère ça comme un théâtre, parce qu'on a compris que tous les députés ont donné des lacunes à ces programmes du gouvernement qui étaient comme de Toyi-Boyi. C'était presque la même chose avec Sama Lukonde, qui nous vendait un gouvernement de warriors, et après on a compris que c'était le premier ministre le moins efficace que tous les premiers ministres qui ont passé au pouvoir en RDC. Aujourd'hui, on comprend que la priorité du gouvernement, ce n'est pas relever les défis sociaux. Aujourd'hui, le peuple congolais est en guerre, en général, parce que moi, j'ai toujours l'adage que j'ai dit que la paix n'est pas seulement le silence des armes. La guerre n'est pas seulement au Nord Kivu, la guerre est partout. Aussitôt que la mauvaise gouvernance règne, il n'y a pas de l'eau à Chikapa, il n'y a pas de route à Kamwanga, il n'y a pas de soins de santé appropriés pour les Congolais en Gandajika et partout. C'est la guerre. Voilà pourquoi nous, on se pose la question, les gens qui nous gouvernent, est-ce qu'ils ont au moins l'essence pragmatique? Nous faire un programme de 72 pages, bien sûr, oui, mais l'applicabilité et dire que 92 milliards, ce n'est pas l'argent qui manque à ces pays, il y en a, mais les détournements qui règnent. Aujourd'hui, ce que nous, on a compris, le problème aujourd'hui, même les défis sécuritaires, c'est l'inégalité sociale. Je donne l'exemple clair. À nos frontières, par exemple, tu peux arriver, un brigadier de la DGDA vient au bureau avec une voiture de 15 000 $, mais un chef de bureau de la DGM, il vient au bureau à moto. Ça, c'est aussi parmi les problèmes aujourd'hui que la Première ministre doit changer. Quelle police nous avons? Je crois que tout ça, ça entre dans la gouvernance. La grande priorité devrait aussi être la question de l'Est. Aujourd'hui, la guerre persiste à l'Est parce qu'on a des généraux qui n'ont pas le sens patriotique. Aujourd'hui, la guerre à l'Est, c'est le fonds de commerce de certains généraux, d'où le président a la volonté et donne les moyens pour que la guerre finisse. Mais aujourd'hui, si vous arrivez, rien ne change parce qu'il y a la cacophonie dans les commandements au niveau de l'Est. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la population en a marre. Tolembi Passi. C'est pour ça que cette campagne-là continue et on appelle le peuple congolais de s'approprier. Parce que si on va acclamer ces gens qui nous volent l'avenir aujourd'hui, hier on a vu l'engouement de la population qui sont venus juste parce que les leaders politiques ont donné 500 francs, 5000 francs pour venir chanter. Mais après, vous allez payer l'eau la plus chère au monde, les courants le plus cher au monde et les transports le plus cher au monde. Nous pensons que aujourd'hui le grand défi, c'est de penser au social des Congolais, que les Congolais aussi vivent comme dans d'autres pays. Aujourd'hui, vous arrivez à Kinshasa, vous quittez Kinshasa, 6 mois après vous revenez, ce qui était même en bon état, vous trouvez que c'est en mauvais état. Nous pensons que ce que Mme Souminois doit mettre en priorité, c'est de désactiver le gouvernement en club d'amis. C'est qu'on se protège entre autres et la population devient victime. Aujourd'hui, les go passent. La population paye une taxe aéroportuaire, mais ça, dans nos aéroports, que tu ne trouves même pas, il y a certains aéroports où il n'y a pas de chaises pour les voyageurs. Dans nos aéroports, il n'y a pas même d'Internet, pourtant nous payons.
non seulement les transports les plus chers au monde, nous payons aussi des taxes aéroportières qui n'aident pas les pays. Et tout ça, nous pensons que ça devrait être parmi des priorités du gouvernement souminois. Monsieur Jacques, avec le budget de 92,9 milliards de dollars, est-ce que ces programmes sont à la hauteur des ambitions du Congo, ces budgets-là? Bon, je dirais, parce que moi je ne vais pas qu'on vende l'utopie à la population. Le pays a un problème. Le pays a un problème pourquoi? Parce que les gens qui gouvernent le pays, ils ne gouvernent pas pour aider la nation et le peuple. Ils gouvernent pour leur famille et pour s'enrichir illicitement. Madame, même si on prenait ces 92 milliards comme budget annuel de la RDC, ça ne peut pas satisfaire le Congo. Pourquoi? Je m'explique. Je prends l'exemple des frontières. Parce que je vis à la frontière, je connais bien comment ça se passe et c'est juste l'échantillon de nos enquêtes. Vous arrivez par exemple à Kasindi. La 2e a plus de 150 agents. Mais vous traversez à l'Ouganda, de l'autre côté, la 2e n'a pas plus de 12 agents. Est-ce que c'est au Congo où ils ont un cachet de visa de 10 kilos, ou pour soulever ça, il faut 15 personnes? Et aujourd'hui, quand on nomme ton frère ministre, la question c'est de dire, le ministre tel, voilà pourquoi je dis on gouverne un club d'amis. C'est ce qu'on doit désactiver. Parce que si même aujourd'hui, on activait un budget de 26 milliards ou 50 milliards, ça ne va pas suffire, on n'aura pas de routes, on n'aura pas des hôpitaux, parce que ça va finir à payer de tels familiers qu'ils ont mis. Parce que si tu vois aujourd'hui bien, ils ont mis un pléthore à la fonction publique. Au-delà des agents mécanisés non payés, il y a aussi des NI qu'on cherche à manœuvrer pour donner des numéros matricules. Mais où serait la place de l'entrepreneuriat des jeunes? Parce que chaque jeune veut chanter la gloire aux politiciens pour en faire entrer au gouvernement. Mais quand il y a, la fonction publique a au moins 1 million d'agents ou 10 millions. Et la fonction publique elle-même est incapable de payer de fonds de retraite aux vieux. C'est pour cela que quand un papa meurt, comme l'État lui doit encore l'argent de retraite et qui sont dans ces manœuvres-là de tuer l'administration publique congolaise, ils font tout pour engager son fils. Et quand on nomme quelqu'un ministre, il commence à appeler, Excellence, cher collègue, tu peux me mettre 10 personnes. Et c'est ce qui tue le Congo. Parce que même si Mme Souminois nous vantait un budget d'autant, et si vraiment on ne voit pas les mal en amont, rien ne pourrait changer. Parce que si aujourd'hui, on veut respecter les barèmes salariales et qu'on mette un agent de l'État dans des conditions qu'il faut, pour qu'un agent, un fonctionnaire de l'État vive sans tracasserie, sans corruption, il lui faut un salaire décent, une voiture, les soins de santé garantis. Donc ce budget finira seulement par payer les fonctionnaires de l'État. Donc pour toi c'est insuffisant? Ce n'est même pas insuffisant. Moi je pense que le problème n'est pas au budget. Le problème c'est le pléthore dans la fonction publique. C'est que pour finir la tracasserie, la corruption et autres, il faut que ceux qui nous gouvernent cessent à prendre l'État comme leur parcelle, comme leur famille, où ils doivent déverser tous les membres de leur famille. Et le défi aujourd'hui, c'est de dire que il y a aujourd'hui des agents, même à Kinshasa ici, qui travaillent 2 fois par semaine. Mais à la fin du mois, l'État doit lui payer 4 millions, 3 millions de francs congolais. Pourtant, il n'a pas travaillé toute la semaine. Et tout ça, c'est quoi? C'est des manœuvres de ces clubs d'amis qui nous gouvernent, qui disent non, mon frère aussi doit être là, mon petit frère doit être là. Non. C'est que si aujourd'hui, on veut aider ces pays, il faut revoir d'abord les agents de la fonction publique. Désactiver ceux qui ne sont pas compétents, ceux qui ne sont pas qualifiés. Je vous ai quand même donné un chemin clair. Comment est-ce que la DGM, qui peut faire entrer l'argent, par exemple, à la frontière de Kasindi, et cet argent ne suffit même pas pour payer ces agents. Il faut encore toucher dans des budgets de provisions qui peuvent construire telle infrastructure pour combler à payer ces agents. Et tout ça, c'est l'émanation des clubs d'amis qui gouvernent ces Congo sans esprit patriotique. Parce qu'on ne doit pas quand même
avoir 10 agents, 100 agents là où on pouvait en avoir des. Ok, Monsieur Jacques, parce que qu'est-ce que ces gouvernements doivent éviter pour ne pas tomber dans le travers de gouvernements passés? Je crois que je l'ai encore dit, c'est qu'on doit éviter de nous gouverner en club d'amis. Il doit promouvoir la méritocratie. Je pense, pour que ce gouvernement ne tombe pas dans les erreurs du passé, nous avons des défis. La Bible dit que la justice élève une nation. Et l'émanation d'une bonne justice, c'est la police. Parce que quand on a une police où il y a une circulaire qui dit qu'on supprime, par exemple, l'arrêt sur, on peut prendre un endroit au hasard, et les amendes, c'est à 50 000 francs. Mais quand un policier non instruit te prend, il y a une circulaire qui fixe même les amendes transactionnelles, il te demande 200 000 francs, vous négociez jusqu'à 50 000 francs, au lieu que ça aide le trésor public et ça aide à éduquer, ça n'aidera jamais le pays. Au lieu que les gens se conforment aux règles et aux textes réglementaires du pays, les gens usent le trafic d'influence. Moi, en général, je vais rouler sans permis de conduire, je vais rouler comme je veux parce que tel. Et si tu vois bien, c'est mal et profond. Pourquoi? Parce que même dans les véhicules de leurs enfants, ils ont mis des gyrophares. Ce qui n'est pas normal dans un État où on veut construire un État de droit et un État d'égalité sociale. Monsieur Jacques, votre mot de la fin pour ce soir? Le mot, c'est de dire au gouvernement souminois que le peuple a les mis passi. Maï passi, courant passi, transport passi, et le Congo veut au moins avoir un espoir du changement. Au peuple congolais de cesser de chanter la gloire à ces gens qui nous volent l'avenir. De rendre le gouvernement responsable vis-à-vis de leur mission. S'ils n'ont pas réalisé leur mission, on doit faire pression et on doit s'élever tous pour garder la dignité de ce Congo, et ce pays doit changer. Sortir de cette haute internationale. Monsieur Jacques Sinjaere, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, c'est Jack Sinzaera. Ok, merci. Nous allons poursuivre avec l'actualité. On va prendre ce message de félicitations de l'APROSEM. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur Louis Kabamba Ouattoum, ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, en sigle APROSEM, ont l'insigne honneur de vous adresser leurs très vives et sincères félicitations pour votre nomination à la tête du ministère de l'Industrie et du Développement de PME, confiant en votre sens élevé de leadership et de votre riche expérience professionnelle dans les secteurs de l'entrepreneuriat et du développement de petites et moyennes entreprises. Nous sommes convaincus que vous êtes l'homme qu'il faut pour relever les défis liés à l'émergence de classes moyennes au sein du gouvernement dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, rencontrant ainsi la vision du président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui nous renouvelons nos hommages les plus déférents, c'est de créer des millionnaires congolais. En notre qualité d'observatoire actif du gouvernement en matière de classe moyenne, nous vous rassurons de notre pleine implication à vos côtés pour vous accompagner dans la matérialisation de cette noble mission vous confiée. Fait à Kinshasa le 30 mai 2024, Tchelo Mazombo Pascal, directeur général. De nombreux foyers quinois recourent aux marmites fabriquées localement à base d'aluminium. Ces produits est pourtant devenu rare sur le marché, rendant la tâche difficile aux artisans, dont Momat est allé à la rencontre d'un d'entre eux et nous propose ces reportages. Dans cet atelier modeste et à peine équipé, au quartier Kingabois, dans la commune de Limité, cet homme s'attelle depuis des années à façonner des marmites à base d'aluminium, produit de base auquel il associe un peu des résidus de braise. Pour lui, ces composantes ne représentent aucun danger pour la santé humaine.
Ce sont les Blancs qui ont prétendu que ces produits est cancérigène. Ce n'est pas le cas. Des propos à nuancer, car plusieurs études scientifiques ont démontré que l'aluminium est très nocif pour la santé de l'homme. Ces métals s'infiltrent assez facilement dans le corps via la nourriture, même si son utilisation dans la fabrication de casseroles est encore tolérée et courante dans de nombreux pays du monde. Et pour cet artisan, le seul danger qui existe dans cette affaire, c'est la concurrence chinoise qui s'accapare désormais de l'une de ses matières premières, à savoir l'aluminium. Très bien. Bon, ces marmites appelées Mboudi, langue locale, le lingala, sont vendues à un prix accessible à la population, ce qui explique leur présence dans de nombreux foyers quinois. C'est une aubaine pour l'artisan et ses élèves qui, malgré les difficultés, rêvent de poursuivre leur métier encore de nombreuses années. L'église Corps du Christ de la République démocratique du Congo, de nouveau en deuil. Blanche Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, est morte ce mercredi 12 juin 2024. Ce décès intervient à la suite d'une crise cardiaque. Plus de détails avec Blaise Kouzola. Seigneur, nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi nous pourrons tout. Seigneur, j'élève ma voix pour prier pour ton peuple. L'église La Compassion est endeuillée. Les fidèles se sont réveillés ce matin par la triste nouvelle du décès de la femme du pasteur Marcelo Tounassi à la personne de Blanche Odia Kandolo Tounassi. L'administration de la dite église, à travers un communiqué, a confirmé ce qui était encore une rumeur. Les causes de ces départs brusques ne sont pas encore dévoilées, mais certaines sources indiquent que le décès est survenu suite à une crise cardiaque. La communauté Crefem informe l'église Corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi, survenu ce matin, peut-on lire dans ses communiqués de la communauté Crefem. Blanche Odia Kandolo, celle qui accompagne son homme dans son ministère, n'a pas survécu à une crise cardiaque qui l'a emporté brusquement en laissant l'église Corps du Christ avec une profonde tristesse. Servante et dévouée au service du Seigneur avec son mari, Blanche Kandolo Tounassi était l'un des piliers dans la fondation de l'église La Compassion et de l'orphelinat portant le même nom pour intervenir auprès de plus de démunis du pays. Très connu sur la toile pour ses enseignements et conseils sur la vie chrétienne, le couple Tounassi a impacté de nombreuses destinées. L'annonce de la mort de Blanche Tounassi a bouleversé les réseaux sociaux depuis ce matin. Des messages de compassion et de condoléances s'enchaînent en faveur de sa famille et de ses proches, surtout de son épouse Marcelo Tounassi. Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur de son époux, de leurs enfants et de nombreux fidèles de par le monde. Mariée au pasteur Marcelo Tounassi, Blanche Kandolo Tounassi laisse derrière elle 4 enfants qui sont Oracle, Choukrani, Chifra et Tabiri. Que son âme repose en paix. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de nos frontières. Le 11 juin 2024 marque une date historique pour le Sénégal avec l'annonce par Woodside Energy concernant l'extraction du premier baril de pétrole du champ Sangomar situé au large des côtes sénégalaises. Cet événement significatif inaugure la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays, une réalisation majeure dans le secteur énergétique sénégalais. Suivez. Le Sénégal a produit son premier baril de pétrole offshore à partir du champ de Sangomar. Woodside Energy Company a annoncé le 11 juin avoir produit et expédié avec succès le premier baril de pétrole du champ de Sangomar situé au large du Sénégal. D'un coût compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, cette première phase comprend un total de 23 puits dont 21 ont été forés et complétés. Ce projet marque un tournant majeur puisqu'il s'agit du premier projet d'exploitation pétrolière offshore du pays
et représente une étape importante dans le secteur énergétique du Sénégal, ouvrant de nouvelles perspectives au pays en termes de production d'hydrocarbures. Exploité en consortium par l'entreprise nationale sénégalaise Petrosen et son partenaire au consortium qui est l'Australien Woodside Energy, le gisement pétrolier Sangomar vient de connaître son first oil, autrement dit sa première production de barils bruts. Il s'agit d'une prouesse à la fois technique, historique, géostratégique et économique qui positionne d'office le Sénégal au rang des producteurs d'or noir en Afrique. La phase 1 de développement comprend une unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO d'une capacité nominale de 100 000 barils par jour reliée à des infrastructures sous-marines permettant des phases ultérieures d'expansion. Baptisé Léopold Sédar Senghor en hommage au premier président sénégalais, le FPSO a amarré à 100 km des côtes avec un stockage de 1,3 million de barils. La plateforme flottante FPSO commise à l'exploitation de ce gisement, Sangomar, est d'une capacité de 100 000 barils jour qui propulsera directement le Sénégal au rang de pays producteurs émergents sans passer par la case initiale de producteurs mineurs. Pour le Sénégalais lambda, il s'agit effectivement d'espérer voir une répercussion assez intéressante sur les produits dérivés de cette production pétrogazière. Chiffré entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, l'estimation des coûts pour cette première phase reste dans les clés annoncées précédemment par Woodside. Le groupe prévoit de poursuivre les activités de mise en service et d'augmenter progressivement la production en 2024. Selon le FMI, la croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024. Le Nigeria élabore un plan de relance de l'industrie du coton, du textile et de l'habillement en collaboration avec le partenaire de développement et les secteurs privés, selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Doris Uzoka Anitz. Le 10 juin 2024, un investissement de 3,5 milliards de dollars a été garanti pour les secteurs du textile, les acteurs de l'industrie, les designers et le producteur des cotons. Espère que ces nouveaux investissements redynamisera les secteurs. Le gouvernement fédéral du Nigeria a annoncé le 10 juin 2024 un nouvel investissement de 3,5 milliards de dollars pour revitaliser l'industrie textile et l'ensemble de la chaîne de l'habillement dans le pays. L'usine textile de Kaduna, dans le nord-est du Nigeria, est l'une des plus grandes industries textiles du pays, mais elle est confrontée depuis plus de 14 ans à des difficultés économiques, mettant des milliers de Nigériens au chômage. Le gouvernement compte donc sur ces plans de résurgence pour redresser la situation. Des défis tels que la contrebande rampante, l'importation incontrôlée, l'approvisionnement erratique en électricité, l'insécurité croissante ont contribué à la fermeture de la plupart des industries textiles au Nigeria, selon les producteurs de coton. Les données les plus récentes du Bureau national des statistiques montrent que les textiles a apporté une contribution de 1,75% au produit intérieur brut du Nigeria au premier trimestre 2024, ce qui en fait l'une des industries les plus performantes du pays. Dans les années 1970 et 1980, le Nigeria a été un centre industriel pour la production textile avec environ 180 usines textiles et plus d'1 million de Nigériens employés. Les actions du gouvernement fédéral visent donc à réorganiser l'industrie du coton, du textile et l'habillement au Nigeria en collaboration avec les partenaires du développement et les secteurs privés. Madame, Messieurs, l'actualité continue avec la lecture de journaux parus ce matin à Kinshasa.
Bienvenue à cette revue de presse. L'investiture du gouvernement souminois a fait l'objet de contenu de plusieurs journaux parus ce matin à Kinshasa. Ouvrons cette revue de presse avec Géopolis Hebdo qui a titré sur sa manchette « Le gouvernement souminois a enfin investi avec 397 voix des députés nationaux ». Le Tri-Hebdo a indiqué qu'après le vote de confiance, le gouvernement souminois a été finalement investi par l'Assemblée nationale. Selon les résultats de ce vote, sur 405 votants, 397 ont approuvé le programme de ce gouvernement. Aucun élu n'a voté contre, mais 8 seulement se sont abstenus. Le quotidien Info 27 de renchérir en citant la première ministre, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de fondation pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour la formulation et la mise en œuvre du budget de l'État durant la période, a souligné Judith Souminois. Forum des As a rebondi sur le sujet en indiquant que le gouvernement souminois devra s'attaquer aux dossiers chauds qui l'attendent, principalement la restauration de la sécurité dans la partie orientale, comme l'a dit elle-même Judith Souminois. Toujours dans l'actualité, Econews a titré « Identification de la population, IGF remet en cause la fiabilité du contrat ONIP-Afritech ». Selon le journal, c'est dans une note d'observation datée du 7 juin 2024 et adressée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, l'inspection générale des finances remet en cause la fiabilité du contrat signé entre l'ONIP et Afritech en rapport avec l'identification de la population. Selon l'IGF, ce contrat présente les irrégularités qu'il a énumérées dans sa note. Dans la même lancée, le site internet politico.cd revient sur la même note de l'IGF avec l'extrait qui indique que la firme Afritech Idemia ne dispose pas de ressources pour financer sa participation. Le contrat prévoit que l'État congolais fournisse à ce groupement une garantie devant lui permettre de lever des fonds auprès des banques commerciales. La dite garantie portera la séquestration des avoirs de la Banque centrale du Congo par la banque commerciale prêteuse. Cette opération tombe dans l'illégalité, voire dans l'impossibilité, a fait savoir l'inspection générale de finances. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. La première ministre Judith Souminois a pris officiellement ses fonctions. C'était à l'occasion de la remise et reprise qui a eu lieu ce mercredi entre Samalou Kondé et la nouvelle locataire de la primature. Et puis l'église Corps du Christ en deuil, le pouce du pasteur Marcelo Blanche Odiatounassi a tiré sa référence ce mercredi 12 juin en Turquie des suites d'une crise cardiaque. Voilà, c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.